Chapitre 223, Challenger d'une grande zone. Les grandes zones les plus élémentaires étaient 7 au total, qui pouvaient être classées en 3 catégories, les 3 grandes zones de la nature, les 2 grandes zones du yin et du yang et les 2 grandes zones de la vie. Parmi les 3 grandes zones de la nature, du ciel, de la terre et de la mer, étaient les plus souvent vues dans le jeu The Lost World et étaient considérées comme de puissantes grandes zones. Les 4 autres grandes zones étaient non seulement difficiles à acquérir, mais les 2 grandes zones étaient difficiles à acquérir. Les zones du yin et du yang avaient des faiblesses évidentes, et les 2 grandes zones de vie pouvaient grandement changer la dynamique du jeu. Elles n'étaient donc pas favorisées. Le pouvoir de changer le plateau si 5-Woon devait donner aux grandes zones une description concise, c'était ce qu'il disait. Les grandes zones avaient vraiment le pouvoir de bouleverser le jeu. Mais leur pouvoir n'était pas seulement intrinsèquement fort. Si l'on évalue simplement le taux de victoire lors de l'obtention d'un certain domaine, naturellement, les domaines uniques comme domaine, guerre occuperaient un rang élevé. Après tout, ce ne sont pas des domaines couramment rencontrés dans le jeu. D'un autre côté, si les joueurs jouaient à The Lost World sans aucun problème et atteignaient la dernière partie du jeu, ils gagnaient le droit de défier une grande zone. Le niveau divin 31 obtenait plus de 48 petites zones et poussait 12 des petites zones au-delà du niveau 10. Les conditions pour acquérir une grande zone étaient simples, mais les atteindre n'étaient pas nécessairement faciles. Passer le niveau divin 31 signifiait dépasser le niveau 11 du statut semi-déité, le niveau 21 du statut lesser-déité, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'un joueur était vraiment considéré comme une déité. À 5-Woon, cela semblait être un cadre simple et rien de plus, mais il pouvait dire l'intention du créateur derrière le système, pensant qu'il fallait ce niveau de capacité pour être appelé un véritable dieu. La courbe de difficulté a fait un saut drastique au niveau 11 et l'inclinaison était encore plus extrême après le niveau 21. Si quelqu'un perdait une guerre, mourait dans un état de contrôle divin, perdait un apôtre ou quelque chose du même genre, il serait même difficile d'atteindre un niveau supérieur à 20 dans la seconde moitié du jeu. De plus, obtenir 48 petites zones signifie obtenir les 2/3 du total de 64 petites zones. Bien que l'on puisse naturellement acquérir de nombreuses petites zones, sans constamment chercher des démons dans des ruines antiques ou tuer d'autres joueurs, il était difficile d'atteindre le nombre requis. Une autre difficulté était que 12 de ces petites zones devaient dépasser le niveau 10. Si vous n'y prêtez pas attention, vous finissez par utiliser continuellement les petites zones dans lesquelles vous avez fortement investi au début du jeu. Après le combat de 5-Woon contre Hegemonia à travers la prophétie contradictoire, il n'aurait pas non plus eu autant d'occasions d'utiliser un grand nombre de petites zones qu'aujourd'hui. Tâche, mais il ne fallait pas nécessairement la précipiter. Même si l'on se dépêchait d'obtenir le droit de défier une grande zone dès le début du jeu, en raison des difficultés mentionnées, l'épreuve ne serait pas facile et l'acquisition n'était pas garantie. Ce que l'on obtiendrait, ce n'était pas la grande zone elle-même, mais le droit de contester la grande zone. Répondant à certains critères. Cependant, la grande zone exacte qu'il défierait était le résultat de divers facteurs influencés par le gameplay passé du joueur. Par exemple, la première petite zone acquise par 5-Woon était la petite zone, insecte, qui ne semblait pas liée à la grande zone du ciel. Cependant, dans la première tribu de 5-Woon avait profondément apprécié un homme lézard qui connaissait les constellations, et il avait encouragé la diffusion de ses connaissances au sein de la tribu. Cette tendance a joué un rôle dans l'avancement de l'astronomie, et les mortels qui croyaient en 5-Woon ont commencé à explorer diverses connaissances scientifiques. De plus, 5-Woon avait réussi à subjuguer un esprit de magie démoniaque qui manipulait l'électricité. Sur la planète, le moyen le plus clair de voir l'électromagnétisme était le ciel. Dans le ciel, il y avait du tonnerre et des éclairs créés par le mouvement des charges atmosphériques, et des aurores se formaient lorsque les particules de plasma du Soleil frottaient contre le champ magnétique de la planète. L'électricité, dans une certaine mesure, était un attribut du ciel. 5-Woon a également enrôlé un Gerudo avec des ailes éplées qui a fabriqué les ailes Relix comme ses apôtres. À travers les insectes ailés et les oiseaux, il espionnait ses ennemis comme à travers les yeux d'un dieu.
Il possédait plus d'observatoires et de dirigeables que n'importe quelle autre nation. De nombreuses étoiles étaient reliées et nommées constellations avec leurs propres histoires, et son symbole était un papillon bleu avec des ailes. Les choses ne se sont pas trop mal passées. Tout s'est déroulé selon le plan de Sang-Moon. Mais à ce stade, défier une vaste zone perdue dans mes pensées pendant un moment. Cela pourrait être risqué. Contrairement à d'autres domaines, on ne gagnait pas simplement une grande zone en remplissant les conditions. Au moment où l'on défiait une grande zone, il était désigné comme challenger et était porté à la connaissance de tous les joueurs. Un challenger pour un grand domaine a besoin d'une grande quantité de ressources de foi. La collecte de ressources de foi était une activité typique pour les joueurs, mais la quantité c'était la capacité maximale de points de foi au niveau divin 31, donc il fallait arrêter d'utiliser les points de foi jusqu'à ce qu'ils soient remplis à pleine capacité. Même si cela irait bien à court terme, d'après les calculs de Sang-Moon, avec le rythme actuel de reconstitution des ressources, il ne devrait rien faire pendant 4 jours, et cela ne suffirait pas, il devrait donc également rappeler ses créations actuellement déployées sur le champ de bataille qui consommaient continuellement des ressources de foi. Lorsque l'échelle change, la qualité aussi. Une vaste zone ne nécessitait qu'une quantité définie de niveaux et de ressources. Cependant, si ce montant était immense, l'approche pour atteindre ce niveau et la méthode de collecte de ces ressources changeraient. Je ne peux rien faire pendant 4 jours. L'hégémonie saisira sûrement l'occasion et envahira. Idéalement, même si les dieux du Panthéon ne faisaient rien, il y avait des apôtres pour assurer un niveau minimum de défense. De plus, le Panthéon avait plus d'apôtres, ce qui leur permettrait d'affronter les apôtres ennemis et le reste de leurs forces. Cependant, Sang-Moon ne pensait pas de façon aussi négligente. L'hégémonie obtiendrait des résultats écrasants même avec une simple armée de mortels. Même si je parvenais à bien le dissimuler, je ne peux pas supposer que l'hégémonie ne le remarquerait pas. Mais il ne pouvait pas non plus faire traîner les choses en essayant d'obtenir la grande zone. Une fois que les autres joueurs en prendraient conscience, ils tourmenteraient continuellement Sang-Moon et le Panthéon pour les empêcher de récolter des points de foi. S'il faisait des erreurs dans ses choix stratégiques, il subirait constamment des pressions et il pourrait alors éventuellement voir ses adversaires défier également une vaste zone. Dans un tel cas, l'écart qu'il avait à peine créé par le jeu se rétrécirait. Eh bien, le côté positif est que nous avons déjà stabilisé la situation avant que je défie un grand domaine. Rare que deux puissances massives se combattent. Dans The Lost World, il était difficile pour chaque faction de conquérir proprement un continent, et comme les joueurs avaient des classements similaires dans les rangs, le chaos se produisait souvent. Dans de telles batailles individuelles, quand quelqu'un défiait une grande zone, les autres joueurs coopéraient souvent pour attaquer le challenger. L'Empire était déjà face à tous les autres joueurs, donc il n'y avait pas de surprise particulière dont il fallait se méfier. Eh bien, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est une bonne chose non plus. D'une certaine manière, Sang-Moon était en danger. Du point de vue de Sang-Moon, il semblait que l'hégémonie allait bientôt défier une vaste zone. Il soupçonnait que l'hégémonie à grande échelle défierait une grande zone, la Terre. Jusqu'à ce que les joueurs défient une grande zone, leur civilisation devait survivre contre la nature. Mais s'ils parvenaient à obtenir l'une des 3 grandes zones naturelles, ils pourraient provoquer des catastrophes naturelles massives qu'ils ne pouvaient pas auparavant. La nature, bien que partiellement, deviendrait alors une alliée plutôt qu'une ennemie. L'hégémonie prendrait cela comme une chance. Cela avait du sens. Sang-Moon combattait actuellement l'hégémonie à travers une prophétie contradictoire, et cette prophétie aurait forcément un impact plus fatal sur chaque joueur. Si je perds cette prophétie contradictoire, près de 300 000 ressources de foi seraient transférées à l'hégémonie. Les calculs exacts sont difficiles, mais mon niveau pourrait baisser. Les joueurs du Panthéon partageaient une seule ressource foi. Si les 300 000 ressources de foi étaient transférées, elles devraient retirer de nombreuses créations sur le champ de bataille, et le soutien par le pouvoir d'un domaine deviendrait difficile.
comme il le craignait, cela permettrait à l'hégémonie de prendre de l'ampleur. Avec l'émergence du défi d'une vaste zone, cela ne s'arrêterait pas là. Il deviendrait plus difficile pour Sangmoun de défier une vaste zone, tandis que l'hégémonie se rapprocherait encore davantage. La relation hiérarchique pourrait potentiellement être bouleversée. Sangmoun a soigneusement examiné ce qu'il avait évalué plus tôt. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème, Sangmoun a cliqué sur « Oui » dans la boîte de messages posant des questions sur le défi de la grande zone *** à Polivia. La guerre invisible touchait à sa fin. Non, cette guerre n'était plus invisible. Il y a 3 mois, la ruelle autrefois chaotique mais animée était devenue inquiétante, mendiants et voleurs de rue cachaient des couteaux dans leurs vêtements et les gens s'étalaient dans les rues en fumant de la drogue. Une femme, tenant un morceau de pain trouvé, marchait précipitamment, regardant souvent autour d'elle avec anxiété. Des forces de sécurité en binôme avançaient, mais elles ne semblaient avoir aucun objectif particulier en tête. Des pirates, dont l'employeur restait inconnu, avaient volé les navires à Polivia. Les navires qui y étaient autrefois ancrés ont commencé à éviter les événements mystérieux de Polivia et sont partis. Les rumeurs se sont rapidement répandues et les navires ont commencé à décharger leurs marchandises dans d'autres ports. Les marchandises n'arrivant plus, la qualité de vie a considérablement diminué. Les marchands et les nobles à l'esprit vif ont fui vers leurs villas ou leurs maisons dans d'autres pays, et sans employeurs, de nombreux travailleurs ont perdu leur emploi. Les familles Itimo et Pellit ont soudoyé les ouvriers des usines les unes des autres. Ils ont déclenché des grèves sous couvert de révolutionnaires et ont brisé des machines. Ensuite, davantage de personnes se sont retrouvées dans la rue. Profitant du vide sécuritaire, les organisations criminelles ont pris les choses en main. Ils ont commencé à collecter de l'argent de protection auprès des magasins restants sous prétexte de veiller sur eux. Ceux qui ne pouvaient pas partir ont payé les frais, mais en raison de la rareté des marchandises et de la baisse de la valeur de la monnaie, ces organisations criminelles n'étaient pas satisfaites. Polivia se noie-t-elle ainsi, au premier étage d'un grand magasin fermé pour cause d'incendie criminel. Un troll Oreldin, le chef du Ras Tibres Coingang, a jeté un coup d'île à un journal et l'a piétiné avec son pied. Rumpf. Un insubordonné dit alors à Oreldin. Patron, pensez-vous qu'il viendra vraiment? Il sera. Le Ras Tibres Coingang entretenait une relation de longue date avec la famille Pellit. La famille Pellit leur fournissait des informations privilégiées sur les forces de sécurité et des nouvelles sensibles du Conseil, ou les aidait à réduire les peines et en retour, lorsqu'ils avaient besoin de faire du sale boulot, ils utilisaient le Ras Tibres Coingang. Depuis quelques mois, les choses ne se passent pas bien. La famille rivale Itimo semblait avoir embauché un mercenaire impressionnant. Le Ras Tibres Coingang avait échoué à plusieurs missions et avait fait face à la colère de la famille Pellit. Puis, par hasard, ils ont découvert une faiblesse du mercenaire. Détachez-moi tout de suite. Quand le professeur Owen viendra, vous mourrez tout. C'est votre dernière chance de vivre. C'était le Xolotl, Simo, qui accompagnait toujours le mercenaire. Oreldin avait réussi à kidnapper Simo après une importante hémorragie et à grands frais. Beaucoup de leurs hommes étaient tombés aux mains du mercenaire, mais Oreldin pensait que maintenant qu'il l'avait attiré dans un grand magasin désert, ils avaient le dessus. De plus, il n'avait pas simplement appelé le mercenaire. Pensez-vous vraiment qu'il remportera le contrat? Si nous avons raison, alors il le fera. Ce que souhaitait la famille Pellit, c'était l'accord de brevet de la famille Itimo. Oreldin avait exigé l'accord en échange de l'otage, et le mercenaire s'était conformé. Oreldin attendait le mercenaire avec leurs hommes. Oreldin dit. Le type a utilisé une épée, ainsi qu'une étrange magie. Mais dans un endroit rempli de déchets comme celui-ci, on ne peut pas vraiment lutter avec cette méthode. L'un des subordonnés a répondu. Mais les autres sont inquiets. L'intérieur du bâtiment est sombre et ouvert. Et si quelqu'un tirait de loin? Idiot! Si quelqu'un tire, ne le remarquerons-nous pas immédiatement?
En plus, nous avons aussi des armes, n'est-ce pas? De plus, Aureldin était confiant. Grâce aux leçons tirées de leurs multiples confrontations avec les mercenaires, ils ont reconnu l'importance de la reconnaissance. Au-delà des ténèbres invisibles, leurs hommes guettaient tout signe de la présence du mercenaire homme-lézard. Aureldin regarda autour de lui et dit: Nous sommes des dizaines contre un homme-lézard, et vous dites de telles bêtises. Assurez-vous que Xolotl ne s'échappe pas. Aureldin ressentit quelque chose d'étrange. Les subordonnés qui étaient brièvement allés vérifier devant n'étaient pas revenus, et les bavardages inutiles des autres subordonnés s'étaient soudainement tus. Même le subordonné juste derrière eux avait soudainement cessé de parler. Frappé par un sentiment inquiétant, Aureldin se retourna. Pourquoi tu ne réponds pas? Le subordonné nain à qui Aureldin venait de parler avait une flèche plantée dans le front et s'effondrait au sol. Au mont? Aureldin leva les yeux. À côté du Xolotl, Owen pointait un arc sur Aureldin. Un arc? Owen a dit comme s'il pensait qu'il était pathétique, puis a relâché la corde de l'arc.